Madame, monsieur, bonjour, je suis Justin Icard, je suis le gérant des fonds Ports-en-Par PME et Ports-en-Par Europe PME. Je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast où nous allons parler de Ports-en-Par Europe PME. Nous allons vous expliquer un peu quelles ont été les performances récentes, quelle est notre vision du marché, la structure générale du fonds, les derniers mouvements qu'on a pu faire et comment on voit les prochaines semaines. Je vous rappelle que Ports-en-Par Europe PME est un fonds principalement investi sur des petites et moyennes capitalisations européennes. C'est un fonds éligible au PEA-PME. Nous parlons d'une capitalisation médiane qui tourne autour de 400 millions d'euros et en moyenne pondérée, on est au-dessus du milliard, à 1,2 milliard. La philosophie et le process d'investissement sont fondés sur l'analyse des fondamentaux des sociétés et de leur valorisation, c'est-à-dire une approche bottom-up. La gestion est une gestion de conviction avec un portefeuille qui est concentré à 51 valeurs à fin décembre 2020. Les 10 premières valeurs cumulées pèsent 35% du fonds. Les principaux pays représentés sont la France en premier avec 26%, les valeurs comme Big Ben Interactive, Delta Plus, Groupe LDLC et bien d'autres. L'Italie pèse 23% du FCP sur 14 valeurs, principalement Unieuro, Biesse, Sesa et Louvet. Et l'Allemagne 10%. Sur 11 valeurs, les premières d'entre elles étant Ancavis, Elmos et All for One Group. Je vous expliquerai par la suite ce que font ces valeurs-là. Alors, si on revient sur 2020, la performance du fonds, je vous ai pris la part C, qui est la part la plus chargée, est de plus 13,24%. Si on doit la comparer à un indice, parce qu'il n'y en a pas dans le fonds, mais si vous en souhaitez un, c'est le MSCI EMU Microcap, qui est plus 19,4, et le CAC Small est à plus 8,52. Alors, quelle est notre vision des marchés ? Bon, ce qui s'est passé en novembre avec la découverte des vaccins change radicalement la donne, puisque dorénavant, nous avons une lumière au bout du tunnel. Maintenant, il faut être prudent parce que le tunnel peut être un peu plus long qu'on ne le pense, et depuis le 1er janvier, avec les reconfinements, suite au développement des différents variants, on a bien vu qu'il a fallu reconfiner les gens. Le point positif, c'est que les banques centrales et les gouvernements sont en soutien, ils seront en soutien pendant longtemps, et ça c'est un facteur à prendre en compte pour comprendre la performance des marchés actions depuis le début de l'année. Maintenant, si on descend au niveau des entreprises, qui ont d'ailleurs commencé à publier le résultat du dernier trimestre 2020, on a un marché qui est vraiment coupé en deux. On a d'un côté des secteurs entiers qui sont en un arrêt quasi total, avec un manque de visibilité sur leur reprise. On peut citer le tourisme, l'aérien, l'aéronautique, l'événementiel, les salles de sport. Je ne parle pas des restaurants parce qu'ils ne sont pas cotés en bourse. Et pour les autres secteurs, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Et même tout se passe très bien. La logistique, tout ce qui est transport de marchandises, les équipementiers de camions, les industriels diversifiés. Manitou, par exemple, a publié un carnet de commandes à son plus haut historique. Le secteur des semi-conducteurs. Vous avez lu dans la presse qu'il y a pénurie de semi-conducteurs entre le cloud, les produits informatiques et l'automobile. Il y a des difficultés de production. L'automobile également très bien entourée. Alors elle avait déjà commencé à surperformer le marché depuis septembre avec des valorisations qui avaient vraiment touché des points bas. Valorisations qui n'avaient pas arrêté de descendre depuis début 2018. Donc entre septembre et novembre, l'automobile s'est bien porté et ça s'est poursuivi depuis. Et vous avez enfin des secteurs de la cote dont les fondamentaux sont renforcés par la crise du Covid. C'est des secteurs qui préexistaient mais qui ont vu une accélération de leur business, une amélioration de la marge et des nouvelles perspectives. On peut penser par exemple à tout ce qui tourne autour de la digitalisation du retail. Après, il faut se méfier un petit peu parce que vous avez des business models qui sont trop incertains. Vous avez un marché qui explose, mais quels sont les acteurs qui seront toujours présents dans 3 ans et quels sont précisément les business models ? Et il est peut-être un peu trop tôt pour le savoir. Je vais prendre l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène est un secteur qui est en poupe, tout le monde en parle. Un certain nombre d'acteurs français, notamment, sont présents et ont vu leur cours de bourse exploser. Nous, on est présent sur le secteur avec un acteur italien qui s'appelle Landi Renzo, qui fabrique des compresseurs pour gaz dans des voitures ou des camions. C'est un équipementier automobile, de véhicules, qui existe depuis longtemps. Donc un business model qui est déjà établi avec une certaine réputation.
Parmi les secteurs dont les fondamentaux ont véritablement profité de la crise, vous avez ce que j'appelle les loisirs Covid, donc le courtage en bourse par exemple, ou le jardinage. Je ne suis pas sûr que, une fois que nous serons revenus à la normale, nous aurons toujours autant de boursicoteurs et que le jardinage sera toujours une activité très importante pour les Français ou les Européens. Mais bref, c'était pour vous donner un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Alors, le fonds, comment est-il positionné ? Bon, déjà, il est pleinement investi à 98%, avec un biais croissance. Pourquoi un biais croissance ? Parce que structurellement, les small caps sont plutôt orientés croissance. Et deuxièmement, dans un schéma de retour à la croissance macroéconomique après une année 2020 un peu spéciale, selon nous, il vaut mieux avoir des sociétés de croissance. Après, on n'a pas forcément d'appétence à détenir des sociétés chères. Et tout dépend de la solidité des business models tels que nous, on le voit. Si on doit raisonner en termes de thématiques, alors pour rappel, nous ne gérons pas par thématique chez Porzan par gestion, nous sommes attachés aux fondamentaux de chaque valeur, mais si on souhaite quand même analyser le portefeuille par grande thématique, on va retrouver les énergies renouvelables, Solaria, Albioma, Encavis et la Française de l'énergie, le contenu avec les jeux vidéo, Big Ben et l'acteur suédois Embracer, et dans la même veine, on peut ajouter Xilam qui produit des dessins animés. Troisième thématique, la digitalisation business to business, Sword, Solution 30, CESA et WIT. Ces thématiques sont présentes depuis longtemps dans le portefeuille et elles pèsent chacune à peu près 10% du fonds. Deux nouvelles thématiques sont apparues depuis novembre. Une première, c'est la digitalisation business to consumer. Donc là, nous avons Unieuro, c'est une mini Fnac italienne, Groupe LDLC qui vend du matériel informatique, c'est une société française, en retail mais surtout en digital. Claranova, c'est du développement de photos sur Internet. Et Italian Wine Brand qui vend du vin en Italie principalement, aussi en Angleterre, en Allemagne, sous format retail, via de la grande distribution, mais aussi et surtout via du digital. C'est là d'où viendra la croissance. Donc là, ce sont des thématiques qui sont présentes, ce sont des sociétés qui existent depuis longtemps, mais nous, on s'appuie pour notre investissement sur un changement profond et durable du mode de consommation. Et cette thématique de digitalisation business to consumer pèse là aussi 10% du fonds environ. Et dernière thématique qui est nouvelle, c'est la reprise post-Covid. Donc ce sont des valeurs qui ont été massacrées et qui vont retrouver de l'allant et de la valorisation avec la découverte des vaccins et le retour à une vie normale. Alors, ce sont, pour vous donner des noms, une foncière commerciale espagnole qui s'appelle Lar España, de l'événementiel italien, avec une société qui s'appelle IEG, un équipementier automobile autrichien qui s'appelle Polytech, un développeur immobilier français, Altaria, de la médecine esthétique allemande, une société allemande qui s'appelle M1 Kliniken, et du catering, donc de la restauration dans les aéroports et dans les avions. C'est une société autrichienne qui s'appelle Do & Co, plus l'aéroport de Bologne, une société de luxe italienne qui s'appelle AFE et une société de mode italienne, détentrice notamment de la marque Kawe et qui s'appelle BasicNet. Tout ça pèse 10% du fonds, également environ. Je vais revenir, avant de vous parler des derniers mouvements, je vais vous revenir rapidement sur les principaux contributeurs en 2020. Je vais juste les citer, parce que en fait, vous allez retrouver les thématiques que je viens de donner. Donc le principal contributeur en 2020, c'est Solaria, société espagnole qui gère des parcs photovoltaïques. C'est la première ligne du fonds et il se trouve que c'est la meilleure performance de tout le portefeuille. Et donc à elle seule, elle a rapporté 9,29 points de performance au fonds en 2020. Après, vous retrouvez Embracer, les jeux vidéo, Albioma, l'énergie renouvelable, Encavis, énergie renouvelable aussi, CESA, distribution de produits électronique en Italie, 8 du cloud ultra sécurisé, et Sud Delta Plus, qui est une industrielle diversifiée française dans les équipements de protection individuelle. Les principaux contributeurs négatifs sont Basic Fit, les salles de sport, GL Event, événementiel, Install Real Estate, promoteur immobilier résidentiel allemand, Van Lanschot de la banque privée et asset management hollandaise, et Fourlis de la distribution de vêtements en Grèce et en Turquie. Dans les principaux détracteurs, attention, il y a des lignes qui ont été totalement vendues en mars ou avril, donc on n'a pas laissé la possibilité à ces valeurs
de revenir et de rattraper leur contribution négative. Sur les derniers mouvements, donc, je vous ai parlé de la rotation sectorielle et des mouvements qu'on avait fait sur la thématique post-Covid. Et en face de ça, nous avons allégé des titres aux fondamentaux solides, mais dont les perspectives se trouvent aujourd'hui moins intéressantes relativement aux autres titres qui vont bénéficier de la rotation sectorielle. Donc on a allégé des énergies renouvelables et on a allégé LNA Santé, ce sont des centres de soins et des maisons de retraite. Alors la difficulté dans ces phases de retournement de marché réside dans le mix que le gérant doit opérer entre la gestion fondamentale et la gestion momentum. La gestion momentum, c'est la prise en compte des tendances, y compris court terme. La gestion fondamentale, c'est quelle est la valorisation long terme d'une société. Et le gérant doit s'interroger sur la part qu'on doit attribuer à l'un ou à l'autre. Est-ce qu'on doit anticiper la fin de la crise du Covid et donc se précipiter sur des valeurs de l'aéronautique, par exemple, ou est-ce que, au contraire, on doit attendre un petit peu de voir les chiffres pour investir plus profondément? Est-ce qu'on doit se projeter à fin 2021 ou à fin 2022? Donc là, c'est la question de la longueur du tunnel. Donc nous, on n'a pas acheté n'importe quoi, on n'a pas vendu n'importe quoi, on a fait le tri, à la fois sur la quantité et sur la qualité. Et on a été, je pense, un peu prudent quand même, parce qu'on voit que la rotation sectorielle n'a été que partielle. Je vais vous prendre deux exemples. Le premier, c'est GL Event. GL Event, donc société événementielle française, un des leaders mondiaux. Début 2020, ça valait 24 €. Elle a touché le point bas en avril à 7 €. Puis elle est remontée jusqu'à 11 €. Et à ce jour, elle est en dessous des 10 €. Bien loin donc des 24 €. Donc la rotation sectorielle, elle n'est pas totale sur GL Event. Puisque si on se projette à horizon 2 ans, 3 ans, ça devrait à peu près valoir ce que ça valait début 2020. Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet de fonds propres sur GL Event. Mais si je prends un autre exemple, dans l'immobilier cette fois-ci, où il n'y a pas de problème de fonds propres, c'est Carmilla, ce sont les centres commerciaux Carrefour. Ça valait 18 €, c'est tombé sous les 7 € au mois de mars, aujourd'hui on est à 11,60. Donc entre 11,60 et 18 €, il y a quand même un potentiel énorme. Donc la prudence dont on a fait preuve dans la rotation sectorielle, pour l'instant on n'a pas porté ses fruits, mais on a des valeurs sous le coude qui sont dans le radar et on attend que le momentum soit le bon et qu'on voit véritablement la longueur du tunnel pour revenir sur ces valeurs-là. Donc pour conclure, le marché aujourd'hui est tiraillé entre les confinements perpétuels et continus, les difficultés économiques, les plans sociaux qu'on nous annonce, mais aussi la vie qui va reprendre son cours à horizon quelques trimestres, au fur et à mesure de la vaccination des populations. Donc nous acceptons de payer cher une valeur qu'en présence d'un business model éprouvé. Ça, je pense que vous l'avez compris. On évite les valeurs endettées parce qu'il va forcément y avoir une augmentation de capital un jour ou l'autre. Là, les sociétés sont en train de publier leurs résultats T1, vont peut-être nous donner un peu de perspective. Maintenant, la vraie et seule visibilité, elle viendra des campagnes de vaccination. D'un point de vue plus large sur le marché, il ne vous a pas échappé que depuis plusieurs trimestres, les small caps font mieux que les mid, qui font mieux que les larges. Donc, si on regarde la performance 2021 arrêtée au 5 février, le CAC Small est à plus 8,49, le CAC Mid and Small est à plus 3,62, le CAC 40 est à plus 2,09. Si on regarde l'Europe MSCI EMU Microcap est à plus 9,3, le Small à plus 4,4 et le large à plus 3,2. Europe PME arrêté au 5 février a une performance aux environs de 4%, ça dépend de la part que vous considérez. Un dernier mot pour vous parler d'ESG. Le fonds Portzamparc Europe PME n'est pas labellisé ISR, contrairement à son cousin Portzamparc PME, donc nous ne pouvons pas en faire une communication centrale, mais vous retrouverez des informations ESG dans le reporting, et sachez qu'il y a de nombreuses valeurs communes entre le fonds Portzamparc PME labellisé ISR et le fonds Portzamparc Europe PME, donc il y a déjà un regard de la part de la gestion sur les indicateurs ESG. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce podcast intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe commerciale ou de la gestion. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Portez-vous bien, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.
Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci